Et nous sommes de retour au plateau pour la suite du Monde en 7 de ce samedi. Nous continuons à parler du Bénin, de cette volonté du président Patrice Talon de normaliser les relations avec les pays voisins sous coup d'État, notamment le Niger, qui est le principal, avec lequel le Bénin a fermé ses frontières depuis fin juillet. Il faut dire que vous étiez en train de faire un développement, disant que cette position de Patrice Talon se justifie par un certain nombre de choses, mais il fallait normalement demander pardon et le faire à l'Africaine. Moi, je trouve qu'à un moment, il y a des choses, il faut se réapproprier un certain nombre de choses. Il faut reconnaître quand ça ne va pas, quand ça ne marche pas, quand on est dans l'erreur. Donc moi, ce à quoi je m'attends de M. Patrice Talon, c'est pas une démarche administrative où malgré qu'on sait qu'on est dans l'erreur ou qu'on sait qu'on n'a pas les moyens d'assumer ce que l'on dit, on bombe le torse et ainsi de suite. Non, c'est une démarche à l'africaine où on va de façon humble chez le frère et on lui dit nous nous sommes trompés. Peut-être nous ne sommes toujours pas d'accord sur tel ou tel point, mais nous nous sommes trompés. Ce qu'il faut, c'est réconcilier les peuples. Parce que ce sont des personnes qui sont, si vous voulez, les représentants des peuples. Il faut réconcilier le Nigérien avec le Béninois. Il va falloir réconcilier le Nigérien avec l'Ivoirien. Et donc, M. Talon, là, quand il se lève et qu'il dit, je vais demain, par exemple, je suppose, il va demain au Niger, mais si vous allez au Niger, il y a une adresse que vous devez faire au peuple nigérien. Il n'y a pas de honte à cela. Il n'y a pas de honte à dire, j'ai fait une erreur. Il n'y a pas de honte à dire à son peuple, ok, d'accord, j'ai fait une erreur. Il n'y a pas aucune honte à faire de cela. Okay, maintenant, le danger, ce qu'il y a et qui est dramatique, c'est que j'ai l'impression que la CEDEAO n'a pas compris qu'elle se faisait infantiliser, ou du moins, elle a accepté une infantilisation de puissance internationale. Et il ne fallait pas. Parce que là, le Bénin va aller négocier avec le Niger. Petit à petit, les pays africains reviennent dans une certaine forme de sagesse. Mais il se passe qu'on a une structure supranationale qui a été décrédibilisée. Ça sous-entend que demain, quand il va avoir encore un problème politique, un problème économique, que l'on va avoir une entité internationale, l'Europe, l'Asie, l'Amérique, ainsi de suite, qui va faire une offensive, qu'elle soit diplomatique, économique, financière, politique, et ainsi de suite, on a un bloc supranational qui est en fragilité. L'expérience qui s'est déroulée ces derniers mois, c'est l'expérience d'un groupe qui n'est pas soudé, qui n'est pas fort, qui ne sait pas faire la part entre ses litiges et ses soutiens. Et ça, c'est très très dangereux pour les pays africains. Okay. Alors, je voudrais ajouter qu'on analyse ensemble cette portion de déclaration du président Patrice Talon. Il dit quelque part, nous sommes convaincus qu'il y a un temps pour condamner, un temps pour exiger, un temps pour faire le point, voire prendre acte. S'il dit aussi quelque part, bien avant cela, qu'il est clair que le Bénin n'a jamais voulu ni souhaité que les sanctions imposées par les instances communautaires ou internationales aient pour effet de compliquer le quotidien des populations et de leur rendre la vie plus difficile. Mais voilà des propos du président Patrice Talon. Est-ce que le moment n'est pas bien choisi vu que le Bénin fait partie des pays qui doivent négocier avec le Niger pour revenir maintenant au niveau de la CEDEAO? Mais par exemple, je pense que les politiques africains aussi doivent... il faut changer de paradigme. Il faut cesser de rentrer dans la posture de l'occidental qui infantilise et il faut cesser d'infantiliser les populations. Lorsque l'on fait une sanction économique sur un pays, les premières victimes, c'est pas les gouvernants, c'est les populations. Et tout le monde le sait. C'est pas la peine de faire du jeu. La CEDEAO, les pays africains qui ont soutenu la CEDEAO, en l'occurrence le Bénin, le Sénégal et la Côte d'Ivoire, ça fait pertinemment que faire des sanctions allait faire pression sur la population. Mais ce qu'on a essayé de faire, c'est de faire en sorte de faire pression. Alors, si vous voulez, c'est un genre de banditisme. On a essayé de faire pression sur de la population afin que la population fasse pression sur les gouvernants. C'est qu'en réalité, on fait une déstabilisation économique qui va créer une déstabilisation politique et qui va faire en sorte que les populations sortent dans la rue, se rebellent et renversent ceux qui sont... C'est ça le truc, c'est ça la finalité. Et donc ça ne permettra pas quand même de rapprocher les deux bords, le Niger et le Bénin, peut-être pour négocier pour le compte de la CEDEAO. Le Niger et le Bénin ont la chance d'avoir des populations sages qui ont compris qu'il ne fallait pas rentrer dans le jeu des politiques. Je suis persuadé que si vous allez à Cotonou, vous prenez des Béninois, vous allez à Niamey,
vous allez voir des Nigériens, et ils n'ont pas de problème entre eux. Eux, ils s'accordent. Eux, ils savent comment ils vont faire du business, ils savent comment ils vont se réconcilier. Le problème, ça a été les politiques qui ont voulu faire en sorte que ces deux pays-là se rentrent en conflit. C'est-à-dire, on est quand même parti sur des choses larges. On est parti sur de l'armement qui est arrivé au Bénin. On est parti sur des menaces d'intervention de Béninois en territoire nigérien. C'est ça ce qu'on a fait. On a essayé de mettre les populations, les politiques ont essayé de mettre les populations les unes contre les autres. Et malheureusement, et plutôt bien heureusement, les populations ne sont pas rentrées dans le jeu, elles sont restées unies les unes et les autres. Et donc à un moment, les politiques qui ont fauté doivent faire le mea culpa. Il n'y a pas de honte à envoyer par exemple le président de l'Assemblée nationale béninoise rencontrer le président de l'Assemblée nationale nigérienne afin que la réconciliation au niveau du peuple soit établie de façon effective. Que les politiques comprennent que les peuples ont refusé l'instrumentalisation, les circuits occultes qui voulaient mettre en opposition des populations les unes et les autres. Merci beaucoup. Horus Dieudonné Sewonou, Patrice Talon dit qu'il y a un temps pratiquement pour tout. Ils ont eu un temps pour condamner. Maintenant, c'est venu le temps aujourd'hui de normaliser les relations avec le Niger, si je pourrais reprendre son idée d'une autre manière. Il dit aussi que l'intention n'était pas d'affamer ou de rendre plus vulnérables les populations nigériennes. N'est-ce pas le bon moment pour permettre au Bénin d'aller aisément maintenant négocier avec le Niger, puisque le Bénin fait partie de ce trio de pays constitué par mais la CEDEAO. Ça m'agace quand même un peu le truc. C'est-à-dire, on a mis des sanctions. Bazoum s'est plaint que non, qu'il n'y a pas d'électricité dans sa maison. C'est-à-dire, à un moment, il faut arrêter les conneries. C'est-à-dire, le Bazoum s'est plaint qu'il n'y a pas d'électricité dans sa maison. Donc le Nigérien moyen, le Nigérien rural, le Nigérien de la ville, celui qui est dans la périphérie de la ville, son électricité à lui, elle est comment? En tout cas, grande interrogation. Je te laisse, vous avez la parole. Non, mais écoutez, je ne ferai que la suite du développement de Ruiz. Voilà pourquoi je l'ai laissé parler. S'il était en contradiction avec ce que j'allais avancer, je le couperai tout de suite le pont. Vous voyez, c'est bien que Patrice Talon se fasse passer pour l'ecclésiaste de 7 ans. Il y a un temps pour toute chose. Ça, c'est très radieux comme discours. Mais à la fois, lorsque je t'étrangle, c'est que je m'attends bien à ta mort. Alors, lorsque j'arrive à t'étouffer, à un moment donné, je dis, je ne savais pas que tu allais mourir. Hein. Désolé. C'est aussi une forme de communication qui ne dit pas son nom. Mais aujourd'hui, on ne va plus regarder trop dans les rétroviseurs. Ce qui est fait est fait. Ce qui est passé, en réalité, est passé. Retenons, l'Afrique retient aujourd'hui qu'on avait subi une phase d'instrumentalisation qui ne dit pas son nom. Et qui instrumentalisé qui je ne saurais vous le dire, mais c'est une phase qu'on tient généralement que moi je ne comprends pas. Très bien. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on a un problème, on essaie de se décharger pour dire que c'est les autres qui nous ont instrumentalisés, c'est les autres qui ont fait ci en Ce n'est pas un dédouanement. Non, et on n'a jamais dédouané un Africain en face de cette situation. C'est parce qu'on s'est prêté au jeu. De toutes les façons, vous avez vu tout ce qui a été organisé autour ou alors à la suite du 26 juillet dernier. Et nous étions tous à ce plateau, nous avions tous reconnu que le torchon rouge a été trop brandi. Et la CEDEAO risque de tomber un peu trop bas. Malheureusement, nous sommes à l'évidence aujourd'hui. Si à ce jour, on doit encore organiser ou alors constituer une délégation qui aille au Niger, maintenant discuter avec ceux qu'on appelait hier des potistes, des illégaux, discuter avec eux en droit de quoi on saura le dire. Ça voudrait dire que au départ, on a subi une pression qui n'avait pas dit son nom, dont on ne maîtrisait pas trop les contours. Vous me parlez de cette instrumentalisation dont vous ne connaissez pas l'auteur. Vous connaissez très bien l'auteur. Eh bien, si l'auteur aujourd'hui a fini par aussi replier, je te rappelle que la base française la base militaire française n'existe plus au Niger. Le dernier soldat est parti. On est d'accord? Mais hier, on comptait sur une base comme celle-là pour intervenir et prendre les nouvelles autorités nigériennes et réinstaller Bazoum au pouvoir. En tout cas, c'est ce qui a été dit. Très bien. Donc, vous comprenez avec moi aujourd'hui que la CEDEAO était sous une pression et a réagi instinctivement. Chuck Norris, Delta Force. Malheureusement. Et bon, le jeu n'a pas marché.
Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Il faut recommencer par la case du départ, alors que c'est par là, justement, qu'on devrait commencer véritablement la course. Alors, pour vous, il n'y a pas de sincérité dans ce discours de Patrice Talon? Non, je ne le dis pas. Il y a de sincérité. Il y a vraiment de sincérité. Si c'est lui qui le dit. Je vous avais dit au départ que Patrice Talon connaît ses intérêts. Et donc, il ne peut pas sacrifier ses intérêts sur l'autel d'une coalition qui est la CEDEAO. Parce que son peuple attend de lui un résultat. Et pourtant, il a même fait des déclarations. Je vous ai dit qu'on peut faire des déclarations sous l'effet de certaines pressions et qu'à un moment donné, on prenne le recul et dit, écoutez, je suis allé de trop quand même. Je ramène maintenant ma raison à la surface. Avant, on avait servi certaines personnes, on avait servi certaines volontés. Mais cette fois-ci, il faut que ma volonté quand même revienne à la surface. Et ma volonté aujourd'hui, c'est de voir deux peuples frères se retrouver encore et refaire les affaires ensemble. Le Niger et le Bénin ont toujours des affaires commerciales à faire ensemble. On ne peut pas les disséquer. Et donc ceux qui voudraient à ce qu'il y ait de feu entre nous n'ont pas les mêmes intérêts que nous. Sur place, les Nigériens, ce sont les Béninois. Les Béninois, ce sont aussi les Nigériens. Donc, il n'y a pas question à ce qu'on continue par rester dans cette tension, ce bras de fer, jusqu'à X temps. Je vous dis, ce qui se passe aujourd'hui n'est qu'une sorte de descente, je ne dirais pas aux enfers de la CEDEAO, mais plutôt les États de la sous-région sont exposés parce qu'on n'a plus, une structure solide qui puisse défendre et respecter sa parole vis-à-vis d'une certaine agression si cela advenait. Merci beaucoup. Dieu donne sur nous. Dominique Lacmon, le président Talon, fait partie des 3 présidents retenus par la CEDEAO pour aller mener les discussions avec les autorités nigériennes pour trouver un compromis entre la CEDEAO et le Niger dans cette affaire de sanctions suite au coup d'État du 26 juillet. N'est-ce pas là un bon moment choisi par le président Talon pour avancer son idée de normalisation des relations, peut-être ce qui pourrait jouer dans la suite des négociations? Oui, bien sûr. Mais nous n'allons pas aussi saluer le revers de Patrice Talon sans aussi parler de la vision de notre chef de l'État, le président togolais Faure Gnassingbé aussi, qui a fait la lecture dès le début de cette crise, qui a compris que même en Afrique, quels que soient les problèmes entre les frères, on ne peut pas se mordre jusqu'à avec les dents. Et il a joué cet apaisement, le management, sûrement aussi a parlé au sein de son groupe. Et aujourd'hui, les autres attendent raison. Il faut dire que Faure Gnassingbé a su très tôt l'enjeu et a pris des dispositions qu'il fallait prendre. Il a su le maîtriser, il a fait cette lecture. Et puis, quand même, pour pouvoir rester. Et pendant ce moment, ses camarades lui voyaient comme si c'était pas quelqu'un de collaborateur, mais aujourd'hui, les temps lui donnent raison. Ça aussi, il faut saluer cette vision. Mais comme je l'ai dit, Patrice Talon a compris. Et bon, ce que aussi, il faut pas aussi, dans l'analyse de mon frère Dieudonné, c'est vrai, la CEDEAO avait trop exagéré, mais il faut comprendre d'une part que le fait aussi de faire un coup d'État n'était pas une bonne raison. Ça, on ne va pas rester là-dessus. Aujourd'hui, nous sommes dans la résolution. Si Patrice Talon qui a pris la décision d'entamer une nouvelle relation avec le Niger, c'est une bonne chose, parce que c'était pas seulement les Nigériens qui l'affamaient, aussi de l'autre côté les Béninois. Mais ce qui m'a étonné dans sa déclaration, quand il dit qu'il ne savait pas que ça allait faire mal à la population nigérienne. Que l'objectif n'est pas de rendre plus vulnérable. Non, mais c'était ça. Et tout le monde savait que c'était ça l'objectif. Comme l'a décrit Dieudonné. L'inflation. Moi-même, je soutenais, mais je savais que c'est la population qui devrait, en principe, mettre la pression sur Tiani. Pour que Tiani puisse redire, ah non, mais finalement, je n'ai plus de solution à vous donner, je n'ai plus de nourriture, je n'ai plus de l'argent, finalement, je vais reculer. Mais Tiani a tenu tête, et s'il y a un réveil, il faut que tout le monde le sache. C'est vrai, on est en Afrique, il y a des problèmes aujourd'hui entre frères, demain, on peut se retrouver, et ça, c'est salutaire. Patrice Talon le reconnaît, et en plus, encore, il connaît aussi que ces mesures ont freiné l'élan de son économie béninoise. Donc aujourd'hui, il faut entendre raison. Et je pense que les autres pays vont le faire également. Et le Nigeria bientôt va peut-être aussi rentrer dans la danse. Le Sénégal... Le Nigeria qui depuis un moment ne dit pratiquement plus rien. Et le Sénégal et surtout la Côte d'Ivoire qui était vraiment très, très, très dynamique d'aller en découdre avec Tiani, surtout par la guerre. C'était vraiment une décision vraiment qui était
qui n'était pas vraiment apprécié du point de vue des Africains. Et je pense qu'aujourd'hui, ils ont entendu raison. On ne va pas trop les incriminer. Il faut qu'on leur accompagne dans leur nouvelle décision, parce que c'est l'intérêt de l'Afrique que nous cherchons. Et moi j'ai du mal des fois à mettre les peuples dans cette cagnotte. Chaque fois qu'on parle du Nigeria qui veut en finir avec les militaires au pouvoir, ce ne sont pas des Nigériens, c'est plutôt Tinubu. Il faut prendre les présidents dans leur singularité. Aucun peuple n'a été d'accord pour l'agression militaire contre le Niger. Ce sont des présidents. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. C'est Alassane Ouattara, justement. Et donc Sénégal, ce n'est pas le peuple sénégalais, c'est plutôt Macky Sall. Et donc ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est pour faire comprendre que l'Afrique est une. En réalité, c'est les politiques étrangères qui nous divisent et qui nous déstabilisent, malheureusement. Il faut qu'on arrive à prendre conscience de cette réalité. Alors, et finir moi, avec. il y a deux choses que je voulais dire. Déjà, moi, je trouvais aberrant qu'un type qui est à peine élu, il fait même pas 3-4 mois, direct, il est bombardé, première puissance africaine économique, boum, président de la CEDEAO, première crise hyper grave, et puis bon, youpi, le mec, il revoit tous ses films, des Chuck Norris, voilà, Commando, Rambo 1, 2, il a empilé tout. Bon. Et après, il dort un peu, et voilà, puis il se réveille. Alors, tu prends la décision, tu embarques tout le monde, tu es persuadé d'avoir le soutien des Américains, ainsi de suite, et tout le tralala. Et après, ok, quand ça chauffe, boum, tranquille, on te voit plus, t'as disparu, on n'entend plus parler de toi. Ah oui, Bola, tu nous vois disparu. Alors ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc que je voulais dire, c'est que j'espère que les dirigeants africains planchent déjà sur l'élaboration d'une nouvelle CEDEAO. Il faut changer l'acronyme, il faut une nouvelle structure supranationale, solide, qui réponde à nos attentes, qui réponde aux attentes du peuple et qui peut défendre valablement les intérêts des populations de la sous-région. Parce que l'Afrique a intérêt à le faire, au risque de se faire bouffer. Actuellement, on est en face de grands blocs. Et il faut que l'Africain prenne à bras le corps on a cet intérêt de ce défi-là. L'Union n'est pas on ne peut pas la transiger. Oui. L'Union des États africains, et même moi je trouve que les blocs CEDEAO, CEMAC, Australie, tout ça, il faut régler, il faut finir avec ça. Il faut vraiment rentrer dans quelque chose de beaucoup plus filial, de beaucoup plus comment dirais-je, de beaucoup plus interactif entre les communautés, de façon à ce qu'on aille au-devant des plus grands défis. Sinon, ce qui va arriver, c'est que ce continent va être le gibier des autres continents. Merci beaucoup à vous. Nous allons aborder l'autre sujet dans la suite de cette émission. Nous prenons la direction de la République démocratique du Congo, les comptes aux urnes, ce 20 décembre. Votes qui ont continué également le 21 décembre. Depuis, le dépouillement est en cours dans la capitale Kinshasa. La Commission électorale nationale indépendante a installé un grand chapiteau pouvant contenir jusqu'à 500 personnes pour afficher les résultats en direct, les dépouillements de façon claire, bureau de vote par bureau de vote, du moins c'est par région, pour que chacun ait une idée du déroulement. L'opération s'appelle Opération Bosolo, qui veut dire vérité en lingala, et c'est une initiative de cette Commission électorale nationale indépendante qui était tantôt critiquée pour son organisation de ces élections. D'ailleurs, certains leaders politiques avaient dit qu'ils ne reconnaîtraient pas les élections en parlant des conditions d'organisation de ces élections. La CENI veut se rattraper en initiant l'opération Bosolo en plein Kinshasa, un grand chapiteau pour afficher les résultats russes. C'est un gros défi, hein, c'est un gros défi. Après, le Congo, c'est pas nos petits États, hein, c'est pratiquement un pays continent, je dirais. Donc, plus de 2,3 millions de kilomètres Oui, carrés. c'est grand, c'est gros. Après, moi, et c'est pour ça que je parlais de plancher sur une nouvelle organisation, un nouveau pacte entre les États africains, un nouveau type de filiation. Parce que pour moi, quand on a un pays comme ça, un pays continent, c'est un pays dont l'économie, la politique, les stratégies vont avoir un impact sur nous tous. Ce qui arrive au Congo, ça a un impact sur nous tous. Et donc, peut-être le regret que j'ai, c'est que je trouve que dans ce type d'élection, il fallait peut-être associer les autres États africains.
ne serait-ce qu'en termes d'expertise, en termes de peut-être de financement, même en termes de... À un moment, il faut qu'on puisse arriver à cela, parce que de toute façon, ce qui arrive au Congo, ce qui arrive au Congo a une influence sur le Cameroun, a une influence sur le Togo, sur le Bénin, ainsi de suite. La preuve, au Togo, nous avons eu des hommes politiques qui sont partis à un moment, comment dirais-je, intégrer les débats politiques de la RDC. Je pense que M. Edem Kodjo s'est séjourné à un moment au Congo, et donc c'est des choses qui nous médiateurs dans les crises. Donc pour revenir au défi qui est celui de l'élection, tout ce qu'on peut espérer, c'est que ce soit des élections qui puissent être reconnues et acceptées des hommes politiques congolais. Alors, ce qui va nous amener à justement entabler sur la position du président actuel, Félix Tshisekedi, qui se présente pour un deuxième mandat à la tête de la République démocratique du Congo. Il est face à 18 autres candidats. C'était finalement au total 19 candidats pour cette élection présidentielle. Quelles sont ses chances? Pourra-t-il rempiler pour un deuxième mandat, ou ce sera peut-être le premier et le dernier pour lui pour le moment? Au Congo, regarde, les premières tendances commencent par commencer, mais commencent par tomber, mais ce n'est pas grand-chose pour qu'on puisse déjà évaluer, mais au regard de la campagne et tout. La politique congolaise, elle est très compliquée à décrypter parce que je pense qu'elle s'appuie sur des paradigmes que nous, à l'Ouest, n'avons pas. Je vais expliquer. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on a Félix Tshisekedi avec un ministre qui est Jean-Pierre Bemba. Ah ouais. Je sais pas comment on fait ça. Un ex-chef de guerre. Un ex-chef de guerre, et pas des moindres. Qui devrait normalement être son pire ennemi. Et puis qui aurait pu être président. Qui aurait pu être président du Congo. Et alors, quand on a par exemple Vital Kamerhe, alors je sais pas comment, en Afrique de l'Ouest, j'ai pas encore vu le cas. C'est-à-dire quelqu'un qui a fait une collaboration avec vous, qui vous embastille, vous laisse en prison, vous fait sortir de prison, vous ramène auprès de lui et vous êtes son soutien pour les élections. J'ai pas vu ça en Afrique de l'Ouest. Donc la politique congolaise, elle est d'une subtilité étonnante. Quand on prend par exemple le cas de M. Fayoulou, c'est étonnant. C'est-à-dire, on fait un colloque du parti d'opposition, on dégage un candidat, tout le monde est d'accord pour que ce candidat-là remporte les élections, et étonnamment, on a... par une gymnastique subtile, en quelques mois. C'est-à-dire, tout le monde est surpris de court. Non pas seulement on a la dissidence de M. Tshisekedi, qui s'unit quelques jours, s'unit avec M. Kabila et, au grand étonnement, remporte les élections, alors qu'on se serait attendu que la population vote pour M. Fayoulou. Qui continue d'ailleurs à réclamer encore alors qui continue à réclamer la victoire de 2018. Mais c'est inscrit pour la nouvelle élection. Ce qui se ferait jamais en Afrique de l'Ouest, où celui de l'Afrique de l'Ouest vous aurait dit mais j'ai gagné l'élection, il n'est pas question que je participe parce que alors l'Afrique centrale est très particulière. Vous voyez le cas du Gabon, vous voyez le cas du Congo-Brazza, c'est très particulier. C'est très particulier plutôt. Donc tout ce qu'on peut souhaiter dans cette élection, c'est vraiment que les politiques congolaises fassent abstraction de leur excès et que celui qui gagne puisse remporter la victoire. Maintenant, s'il faut parler de la crédibilité, de la fiabilité de l'élection, c'est compliqué parce qu'on a vu tous les déboires, tous les manquements. On a vu M. Mukwege qui est intervenu, Martin Fayoulou. Martin Fayoulou, les gens ils commencent à avoir... Katumbi. Voilà. Mais après, pour moi, ce sont des choses qui s'organisent en amont. Et pour moi, quand on a un pays continent comme la RDC, qui a autant d'importance stratégique pour tout un continent entier, un type d'organisation comme ça a besoin que les frères et les sœurs d'à côté puissent intervenir pour assurer la fiabilité de l'élection. D'autant plus que quand il y a un problème en RDC, on a l'intervention de l'Angola, l'intervention de la Zambie, on a l'intervention de tout le monde parce que personne ne veut que cet État pète. Il doit rester uni, il doit rester stable. Et je pense que oui, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique australe et ainsi de suite, lorsqu'il doit avoir les élections, en amont, on doit quand même aider ce pays à faire les choses de façon intègre et correcte, convenable. Dominique Lacmont, les élections ont eu lieu ces 20 et 21 décembre en République démocratique du Congo. La CENI veut se rattraper en matière d'image. Elle met en place un grand chapiteau pouvant contenir jusqu'à 500 personnes. Opération Bossolo, vérité en lingala pour la vérité des urnes. Mais cet enjeu principal, c'est le deuxième mandat, peut-être pour Félix Tshisekedi, ou peut-être sa fin, puisque
est-il en difficulté ou pourra-t-il rempiler pour un deuxième mandat? C'est la question principale au regard de ce qui se passe pour les premières tendances en République démocratique du Congo. Oui, nous avons tous suivi ces élections, comment ça s'est organisé jusqu'à, comme l'a décrit mon frère d'Abbas, Horus. Et après ces élections, nous écoutons également les déclarations de ceux-là et surtout les organisations non gouvernementales qui ont aussi, et comment dit-on, les observateurs, ceux qui ont observé ces élections, les déclarations des organismes qui ont observé ces élections, qui relevaient certaines irrégularités déjà et tout. Bon, je pense que si la CENI, c'est-à-dire, je ne sais pas, c'est la CENI, oui, c'est comme ça, la CENI. voilà, qui est en charge d'organiser ces élections, met en place ce système, peut-être la pousser rattraper, comme tu l'as dit dans ton introduction, parce que tout ce que les gens ont dénoncé, mais si ça devait aller dans l'avantage de quelqu'un, c'est que c'est déjà rentré. Cet avantage est déjà acquis. Peut-être que, je peux dire, on a parlé dans les déclarations des observateurs électoraux, on a parlé de bourrage d'urnes, des fraudes électorales, dans ceci. Bon, ça veut dire que tout est déjà dans les urnes. Maintenant, il faut aller voir ce qui a été mis dans les urnes. Donc, peut-être que, je ne sais pas, je ne veux pas trop dire à l'avantage du président. Il y a des chances qu'il c'est sûrement que si on les disait que c'est une fraude électorale et cette commission sait que c'est déjà acquis, mais il faut aller faire le dépouillement aux yeux de tout le monde pour dire voilà ce qui a été mis, voilà ce qui a été mis dans les urnes et voilà ce que moi j'ai dépouillé. Et c'est la question à poser. Est-ce que ce qui a été mis dans les urnes sont réellement et les gens qui l'ont mis dans ces urnes-là? Est-ce que ça va être accepté? Est-ce que ça va être accepté? Donc c'est pas bon. Ce n'est pas cette dernière chose qui doit dire que non, les élections sont passées de bonnes épices. Mais la chose que je disais par rapport à la chance de Félix Tshisekedi, je sais pas s'il y aura un président qui va résoudre le problème de la RDC. Moi, je n'ai pas vu un changement trop différent de changement de... C'est-à-dire pour pouvoir mettre la différence par rapport à l'ère Kabila. C'est-à-dire que la RDC est toujours convoitée par la puissance extérieure, notamment menée par Paul Kagame. Et aujourd'hui, tout le monde le sait que c'est lui qui a inventé une deuxième armée qui occupe la RDC. Et personne n'est dit. Mais ce qui m'étonne, la RDC qui a un pays continent, qui est, comme l'a dit Horus, qui peut même... c'est-à-dire que le Rwanda n'est pas grand-chose devant la RDC, qui peut asseoir son armée pour pouvoir chercher à le conquérir son territoire. Il faut dire que c'est un pays qui est malade de ses politiques. Voilà, et c'est ce que j'ai dit, mais c'est quand tu vois les actualités et tout ça, c'est comme ça profite, ça n'est pas seulement Kagame, mais ça profite également aux hommes politiques de la RDC qui ne veulent pas aussi que la paix là soit réellement rétablie. Maintenant, comment il faut juger le truc, le mandat de Tshisekedi pour pouvoir lui redonner certaines chances, mais ça va se faire comme ça d'habitude, comme l'a décrit Horus à la première élection. Peut-être petit à petit, ça peut être si il voit qu'il faut aller, ça va chauffer à quelqu'un, il sait qu'il faut passer la main. Ils ont une politique une manière de politique à faire au niveau de la RDC. À ce rythme-là, tu peux peut-être voir demain Fayoulou, Premier ministre. C'est possible en tout cas. C'est exceptionnel. C'est très particulier chez eux. La nouvelle surprise. Est-il parti pour empiler ou est-il en difficulté? Les premières tendances vont commencer par tomber. Le chapiteau est installé pour afficher les résultats au compte-gouttes. Quelles sont les chances de réussite de Tshisekedi? Va-t-il rempiler? Va-t-il rendre le tablier peut-être? Non, mais écoutez, on est en face d'un système exceptionnel en République démocratique du Congo. Je m'amusais à dire ici la dernière fois que la RDC est un pays d'alliance. Ne voyez jamais de l'inimitié entre deux personnes pour un si long moment. Demain, ils peuvent devenir tout de suite une seule personne pour juste un intérêt. Et ils vont redevenir après des ennemis, ainsi de suite. Donc, c'est imprévisible. Les pronostics vont complètement déjouer lorsqu'on les fait à la veille de telles réalités. Oui, c'est vrai, aujourd'hui, dans la diaspora congolaise, c'est Tshisekedi qui est en tête. D'accord. Selon les premières tendances que la CENI vient de donner, c'est Tshisekedi qui est en tête. Maintenant,
le pays vaste même qui est là en place. Alors, lorsqu'on va commencer par donner la vérité des urnes, qui sera véritablement le président de la République démocratique du Congo? Mais laissez-moi vous dire que, je l'ai déjà dit, Tshisekedi a la forte chance encore de rempiler. Il a face à lui 18 candidats. 18 candidats, ça ne veut rien dire. Bien éclaté. Donc, il est le seul aujourd'hui qui va encore continuer permettez-moi la redondance, la continuité de Kabila. Nous avons jusqu'ici le système Kabila qui continue en République démocratique du Congo. D'autant plus qu'ils ont signé un accord de gouvernance, même si on refuse jusqu'ici à reconnaître l'existence d'un tel accord. Mais il y a quand même une alliance qui conduit le pays. Et donc, Tshisekedi va remplir et encore un deuxième mandat pour essayer de faire ce qu'il peut véritablement faire, même s'il n'arrive jusqu'à aujourd'hui qu'à organiser une sorte d'armurerie en République démocratique du Congo. C'est ce qu'on peut retenir fortement du président, parce que le Nord n'a pas réussi à avoir sa stabilité. Ça ne va que de mal en pire. Mais pour l'instant, qu'est-ce que les urnes vont dire? C'est ce qu'on attend de voir. Les uns les autres parlent des élections chaotiques. Nous avons vu également comment cette élection a été organisée. Si vous me parliez tantôt de cette stratégie de communication de la CENI mettant en place un creuset pour lire. Mais écoutez, lorsque je mets quelque chose dans une boîte, je viens vous lire ça, je viens vous conter ça publiquement. Et ça ne change absolument rien. Ce qui est mis dans la boîte, c'est déjà dans la boîte. On ne vous dira que ce qui est, on ne vous comptera que ce qui est déjà dans la boîte. Donc, ce n'est qu'un sujet, un projet de communication de plus. Mais ce que moi je voudrais, tout à fait pour légitimer celui qui sortira. Mais ce que je voudrais dire, c'est que c'est vrai, c'est une élection qui est très attendue en République démocratique du Congo. Ça, il faut qu'on se le dise. Mais le pays n'a pas intérêt à encore basculer dans des situations conflictuelles. Le Nord déjà fait ses preuves là-bas. L'Est plutôt fait déjà ses preuves là-bas. Il ne faut plus que le pays tombe dans une travers de violence. Car tout le monde est sur, c'est qui vivent aujourd'hui en République démocratique du Congo à l'issue de ces élections. Mais toujours est-il que quelqu'un sortira. Mais que ce quelqu'un fasse véritablement l'unanimité. Je l'ai dit, Horus l'a déjà dit, c'est très difficile de se prononcer sur la réelle politique de la République démocratique du Congo. Au risque de se voir casser les nez demain, on dirait, mais tu as dit ça et pourtant c'est le contraire qui vient de se passer. C'est possible. Leur spécificité, c'est qu'ils savent, eux-mêmes, c'est pas, ils sont pas novices. On s'attendait le pire dans la transition entre Kabila et on ne savait pas comment il allait terminer, mais vous savez comment il a pu gérer sa fin. Donc, ils sont tous là et, comme on l'a dit, vous avez décrit la cohabitation entre Fidel Caméré et Tshisekedi et l'autre là, Jean-Pierre Pemba aujourd'hui. Donc, c'est des gens qui savent comment organiser leur politique pour que ça ne se dégénère pas. On attend encore cette... Ils sont imprévisibles. En tout cas, il faut dire que ces élections n'ont pas eu lieu dans 3 territoires, le Rutshuru, le Massissi et le Kamouf. On attend toujours les résultats provisoires de ces élections générales. 4 scrutins qui ont eu lieu ces 20 et 21 décembre en République démocratique du Congo. Nous allons donc quitter la RDC pour revenir au Togo avant de terminer cette élection. Après la rencontre du 13 décembre, les membres du cadre permanent de concertation CPC se sont retrouvés le mardi dernier, 20 décembre, pour les discussions permettant d'aborder l'organisation des prochaines élections législatives et régionales dans la sérénité. Au cœur de ces discussions, principalement le rapport de l'OIF sur l'audit du fichier électoral qui a été présenté par les membres de la CENI, mais surtout le découpage électoral qui a pris une grande partie des discussions. Les propositions ont été faites. Le gouvernement convient qu'on peut aller dans les discussions pour aboutir à l'augmentation du nombre de sièges au Parlement. Mais comment cela se fait-il? Les discussions sont toujours à court au CPC, Dominique. Oui, c'est normal. Je pense que c'est pourquoi le cadre même a été créé, c'était de pouvoir discuter et faire ressortir les inquiétudes, que chaque parti politique puisse apporter ce qu'il voit de la situation politique du Togo.
Aujourd'hui, les discussions se focalisent surtout sur le nombre de sièges qu'il faut aussi revoir à la hausse pour notre pays. On parle de 107 ou 117, je pense. 117. 117. Bon, ça, c'est une proposition. Il y en a qui sont dans les 90 quelques. Oui, il y a d'autres quelques, qui sont dépend, dans 100 et quelques. Ouais. Moi, est-ce que, en faisant les propositions, est-ce qu'on relève réellement quel est l'intérêt de cette augmentation pour notre pays, en fait? Moi, c'est ce que je pose ma question par rapport pour à vous, ça. il n'y a pas intérêt. Non, à je pense augmenter. que c'est comme les politiques essaient d'oublier quand même notre... les réalités, nous avons, parce que c'est pas seulement qu'on a plus de députés à l'Assemblée nationale que la situation du Togolais va changer. Mais même si qu'est-ce qui crée cette nécessité d'aller vers une augmentation du nombre de députés Parce à qu'on l'Assemblée juge que le découpage nationale? actuel est mal fait. Faut-il le refaire Non, ou mais carrément est-ce que c'est l'augmenter pour rectifier? D'abord, dans tous les cas, le découpage électoral tient compte de certaines réalités. Il faut que les gens le reconnaissent. D'autres parlent de la densité de la population. Il faut tenir compte également du territoire, de l'étendue de la circonscription. Dans tous ces paramètres, c'est la partie de là qu'il faut qu'ils s'attendent sur ces questions et voir comment il faut le faire. C'est pas le nombre, même si on le fait. Même l'augmentation du nombre de députés aussi peut pas régler et c'est différent. C'est-à-dire quand on parle de mal découpé maintenant, mal découpé, et on veut augmenter le nombre de députés dans quelle circonscription? Et il faut aussi qu'on définisse, qu'on s'entende maintenant sur la définition de ce découpage avant de voir est-ce qu'il faut augmenter ou bien ce que nous avons déjà, comment il faut encore répartir. C'est-à-dire que si peut-être qu'on a trouvé que d'autres communes ou d'autres circonscriptions ont eu tel nombre de députés au lieu de. Mais il faut recorriger. Mais demander à augmenter. Mais vous êtes partant plutôt pour une réorganisation, oui, il faut réorganiser, une redistribution des cartes, il faut réorganiser pour une augmentation. Oui, il faut qu'on réorganise et on redistribue les sièges de façon pour voir, avant de voir quel ajustement il faut faire. Alors, vous imaginez une situation, par exemple, où une circonscription électorale a un député, et puis finalement on réorganise, et puis on dit, vous n'avez plus de députés, est-ce que vous pensez que cela va passer? Non, mais c'est pourquoi j'ai dit qu'il faut tenir compte de tous les paramètres. Oui, supposons qu'ils n'ont pas une grande superficie, ils n'ont pas une assez forte population, mais parce qu'on avait mal fait, on leur a donné un député par exemple. Si on veut réorganiser sans augmenter, est-ce que ça ne risque pas aussi de créer un autre problème? Non, pas du tout. Si on réorganise de manière, comme tout le monde le veut, administrative et tout ça, mais il faut, on s'est situé sur les cas, chacun doit accepter. Ouais. Moi, je me dis, mais l'augmentation du nombre de députés, qu'est-ce que ça nous apporte dans le quotidien du Togolais? Mais c'est un budget de l'État qui a augmenté. Mais nous avons des problèmes. Il faut qu'on rentre c'est vrai que ça va créer, je sais pas, ça va créer des emplois. Je sais même pas ce que ces députés en des train emplois de faire. parlementaires. Des emplois parlementaires. Ça fait de la santé des partis politiques. Mais nous devons rester dans l'objectivité que ça fait augmenter le budget de l'État. Parce que quand on prend un député, quand je prends l'entité député, moi je ne sais pas ce qu'il apporte dans sa circonscription, hein. Et c'est pas le nombre. Moi, il faut savoir définir quelle est l'utilité de ces députés-là, à part voter les lois, qu'est-ce qu'ils changent concrètement dans le quotidien togolais, et on veut augmenter le nombre. Moi, c'est à cela je vais discuter. Merci beaucoup. Voilà, il faut qu'on tienne compte de tous ces paramètres. Voilà. Le CPC est en discussion après la réunion du 13, celle du 20, et la question principale, c'est toujours le découpage électoral, avec en trame de fond l'augmentation du nombre de députés. Oui, c'est la question fondamentale. Hein. Je me dis aujourd'hui, est-ce que c'est la réflexion ou alors on va forcément y arriver? Le découpage. Le gouvernement a donné son approbation à ce que les discussions continuent dans ce sens. Très bien. Et donc, les discussions ne peuvent qu'aller dans ce sens, pas en arrière de toutes les façons. Ça veut dire qu'une augmentation ou alors une redistribution. Une redistribution des sièges ou alors une augmentation de nombre de députés à l'Assemblée nationale est plausible. C'est évident. Mais je me demande, et je veux croire à la sincérité de ceux qui siègent au sein de ce cadre permanent de concertation pour prendre les réelles décisions dans l'avantage de la population togolaise. Comme le disait Lacmon tout à l'heure, qu'est-ce qui urge aujourd'hui à ce qu'on aille à cela? Je me dis, il faut plutôt redéfinir les donnes et corriger là où il y a des lacunes.
C'est vrai, nous avons vu qu'il y a des découpages électoraux qui ont été faits sur des calculs très politiques et qui n'arrangent rien en termes de développement. Alors revenir sur ces corrections et relancer le véritable débat sera pour moi une action salutaire, une action digne. Et je crois que ceux qui siègent aujourd'hui au sein de ce cadre vont véritablement tabler là-dessus. Mais arriver à l'intention de création d'emplois parlementaires, comme on le disait tantôt, même si cela n'existe pas. Bien sûr, c'est oui. Non. En fait, c'est nous qui le disons de cette manière, et c'est moi qui le dis comme ça, parce qu'un député, quelqu'un élu à l'Assemblée nationale en tant que député, il bénéficie de l'appellation honorable, il est fier, il a sa voiture de commandement, ainsi de suite, il n'ira qu'à élever la main dans une salle climatisée et manger, et plus. Bref, alors, qu'est-ce que cela apporte? Pour vous, le rôle du député se limite à cela? Non, c'est une façon caricaturale quand même de parler, mais le député, en réalité, dans un État démocratique et normal... Le député togolais, ce qu'ils font. Pour vous, c'est tout ce qu'ils font. Je n'ai jamais dit ça, hein. Je n'ai jamais dit ça. C'est de voter les lois, mais quel genre de lois? Des lois qui ont à cœur l'intérêt supérieur de la nation. Alors, si les députés sont dans cette logique, je pense qu'ils sont dans une place très stratégique pour la vie du pays. Mais je ne trouve pas qu'il faut une pléthore de personnes pour prendre de véritables décisions vitales pour un peuple, pour un pays. Regardez à côté de... Mais là aussi, il y a une question de représentativité. Il y a une question de représentativité, je ne refuse pas, mais il faut des localités qui soient représentables. Il ne faut pas des localités représentées en termes de calcul politique. En quoi est-ce que les découpages électoraux concernent la question de représentativité? Les spécialistes ou alors les techniciens maîtrisent bien ce domaine et ils savent faire des propositions concrètes. Mais malheureusement, en lieu et place de ces propositions, c'est beaucoup plus des notions politiques qui refont surface. Et là, ça fausse carrément le jeu. Maintenant, ce cadre, je veux croire qu'il va avoir beaucoup plus de sincérité à prendre de réelles décisions concrètes qui puissent avantager le développement du pays. Je vous donnais l'exemple du Bénin à côté. Le Bénin a combien de sièges? 109. On est d'accord? Et la population du Bénin, face à celle du Togo, nous sommes à 8 millions cette année, d'après les derniers recensements. Un peu plus de 8 millions, d'après les derniers recensements. Alors, si le Bénin, avec sa population, à 109, et nous voulons aller à 100 combien? 117. Non, ça c'est une proposition. C'est une proposition, oui. Une proposition peut devenir une décision au finish. Mais de toutes les façons, je me dis, il faut aller ailleurs, il faut trouver un autre intérêt. Le Togo veut un développement et non pas une politique étalée. Il faut véritablement que chacun aille dans l'intérêt supérieur de la nation. Et je crois que le cadre sera la bienvenue pour le faire. Merci beaucoup. Pour 13 millions, si le Bénin a environ 100 et quelques, 109. 109 pour 13 millions. 13 millions, le Togo à 8 millions. À 117, vous voyez. On ne va pas quand même tailler sur mesure. Comparaison n'est pas raison de toutes les façons, mais il faut quand même relever la nuance. Ok. Horus Donkovi, le cadre permanent de concertation a rouvert ses portes. Le mardi passé, les discussions ont continué, surtout en ce qui concerne le découpage électoral. Bon, alors, ce qui m'agace un peu, c'est que à partir de, dans quelques semaines là, à partir de janvier là, ça va être le grand trek, c'est-à-dire la grosse fête parce qu'il y a les élections et ainsi de suite. Des rendez-vous électoraux. La grosse foire des partis politiques, électoraux et ainsi de suite. C'est-à-dire, c'est la séquence où la population togolaise qui a été en crise apprend qu'en réalité il y a de l'argent au pays. C'est-à-dire, c'est la séquence là. Voilà. Donc, ce qui m'agace un peu, c'est que ce cadre, cette discussion-là, on aurait dû les avoir beaucoup plus tôt. Ça, c'est un. Avant qu'on ait une organisation internationale qui nous dise que non, mais en fait, tout va bien. C'est cela. Donc, alors, on a une organisation internationale qui a débarqué, qui a dit tout va bien. Et maintenant, après, bizarrement, à quelques semaines. En matière de recensement. Voilà. Ça, c'est pour le recensement, le fichier qu'on lui a présenté. Oui, mais après, bon, ça, on va c'est la preuve qu'on n'aura plus rien à dire sur les résultats de l'OIF. Maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'on est à quelques semaines du début de la grande foire électorale. On est en train de faire un cadre de discussion. C'est la même chose. On va rentrer dans des querelles. Tel va être d'accord, tel ne va pas être d'accord. Et effectivement, ce que Lacmon et Dieudonné disent, c'est vrai. C'est qu'en réalité, moi, je comprends pas où se situe le problème. Hein. Et c'est ça aussi, c'est un truc où les politiques doivent arrêter. Pour vous, l'essentiel, c'est la répartition, pas l'augmentation. Non, l'essentiel est simple. Les techniciens, on les a.
Les experts, on les a. Faire une répartition équitable, correcte, technique, sans politique du pays, on sait pertinemment, on sait tous qu'on peut le faire dans ce pays. Donc le problème ne se pose même pas. Il suffit tout simplement de prendre les techniciens, les têtes, de les envoyer sur le territoire, de faire la répartition. Point. Le truc technique, c'est typiquement technique. Donc ce qu'ils font, c'est purement politique. Oui, bon, maintenant, c'est purement politique, d'autant plus qu'on est en train de débattre du nombre de députés qu'il faut avoir. Mais non, mais prenez des techniciens qui fassent la répartition, et après, à partir de cette répartition, mais établissez le nombre de députés. Et maintenant, le problème avec les députés, ils l'ont bien dit, et c'est vrai, parce qu'on a des députés, oui, ils sont partis représenter les gens à l'Assemblée nationale. Mais si vous demandez aux populations, vous descendez tout juste en bas, vous demandez aux populations, aux policiers, aux sapeurs-pompiers, à la personne qui est dans la rue, elle ne connaît pas le nom de son député, elle ne sait pas ce qui a été voté sur ces 5 dernières années, elle n'est pas au courant. Parce qu'à aucun moment, cette Assemblée nationale ne fait le travail médiatique de mettre ces débats à la télé, de faire en sorte que les gens y participent. Dans l'inconscient collectif, de façon subliminale, une fois qu'on a élu les députés, mais les gens sont au courant de rien. Ils sont incapables de vous dire la dernière loi qui a été votée, tout ça. Un beau jour, ils se lèvent et ils constatent que quelque chose a été voté. Ils ne voient pas le moment où ils ont eu l'occasion de débattre du sujet. Ils n'ont pas rencontré le député qui les représente. Rien du tout. C'est au bout de 6 ans qu'on voit le mec débarquer en disant « Oh oui, votez pour moi ». Mais ça n'a pas de sens. Merci beaucoup à vous. Nous arrivons à la fin de cette émission. Il est l'heure pour le journal. Juste quelques secondes, Dieudonné Sewonou. Non, mais quelques secondes ne me suffiront pas. Donc, concrètement, il faut qu'on arrête un peu des distribution. Voilà. Vous parlez trop c'est cela. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quel Togolais lambda se reconnaît en un député? Voilà, c'est ça. Vous défendez quelle loi, dans quel intérêt? Dans l'intérêt de qui? Et moi, je ne vous reconnais même pas. Bon, donc pour vous, c'est pas la peine d'augmenter leur nombre. Non. Je ne trouve pas. Ce n'est pas l'urgence maintenant. Merci beaucoup à vous, Dieudonné Sewonou. Cela ne veut pas dire que je refuse d'être député. Je peux être député et donc je peux prendre de toutes les façons ce siège, mais je ne trouve pas que l'urgence maintenant, c'est d'augmenter quand même les sièges. Dieudonné Sewonou, vous êtes journaliste, directeur général de Lyon Service. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci beaucoup à vous. À côté de vous, Dominique Lacmont, secrétaire général du mouvement Foi en la force du Togo des FDT. Merci beaucoup, Dominique Lacmont. Oui, merci, mais je vais juste souhaiter joyeux Noël à 2 personnes. Mon ministre de tutelle, monsieur, à l'ambassadeur Kalis Madjoulba, que je souhaite joyeux Noël. Également, joyeux Noël à c'est pour les enfants, joyeux Noël. Non, mais il a cette paix pour pouvoir partager avec ses enfants. Donc, excellence, joyeux Noël à vous, joyeux Noël à mon colonel Akobi, et je termine par mon grand frère Alanga Sampo, que je souhaite également joyeux Noël. Merci beaucoup, Dominique Lacmont. Ouzonkovi, vous êtes activiste panafricain. Merci aussi d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est partagé et bonne fête à toute la population togolaise. Merci beaucoup également à vous, très chers téléspectateurs. Bonne fête, surtout à nos commentateurs. Ah oui, bonne fête à vous tous qui nous suivez, aux commentateurs et à tous les téléspectateurs. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro.